dans ce webinaire sur 5 actions GEO au-delà de votre site web pour devancer la concurrence avec iFun et GetFluence. Les bons à savoir, donc ce webinaire, il va être enregistré. Vous pourrez retrouver rapidement le replay sur notre site internet et sur YouTube. Comme vous l'avez vu, il y a un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions dès maintenant. On tâchera d'y répondre à la fin, pendant quelques minutes. Et si vous voulez découvrir nos prochains événements, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, la page Entreprise iFun ou GetFluence. Juste pour préciser aussi, vous avez aussi un onglet la question, justement. Si jamais il y a des questions, vous pouvez également utiliser cet onglet. Au programme d'aujourd'hui, on va revoir ensemble pourquoi on parle de Géo en 2026. Ensuite, on va voir ensemble où se joue la visibilité aujourd'hui, quels sont les types de sources et quelles sont les sources les plus fréquemment utilisées par les IA. On verra ensuite 5 actions vraiment pratiques sur votre visibilité Géo pour donner confiance aux IA. On verra un framework opérationnel sur le Géo et pour finir, un moment d'échange de questions-réponses. Un petit tour de table. Célina, si tu veux te lancer. Ok. C'est Nina, enchantée. Je suis consultante SEO chez iFun. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le domaine du digital et je suis spécialisée dans le référencement naturel et plus récemment, comme beaucoup d'entre nous, dans le GEO. Julien. Je peux prendre. Ouais, aucun problème. Alors moi, c'est Julien Bismuth, je suis consultant SEO chez GetFluence. Un rôle assez simple qui est du support stratégique client et puis pas mal de R&D avec de la documentation. Vu qu'on a des clients assez variés dans des domaines assez variés, du coup, on documente, essayer d'améliorer les performances de chacun des clients. Voilà. Et de mon côté, Merit, consultant SEO et DAF chez iFun, un peu plus de 12 ans maintenant dans le monde du SEO. Et puis depuis peu également sur cette partie GEO. iFun, c'est une agence en conseil de stratégie référencement naturel et donc GEO. On est une équipe de consultants seniors, experts, passionnés et engagés. On fait du conseil stratégique en SEO, de sa vraiment conseil à sa partie exécution. Donc, on peut vous accompagner sur le conseil, le contenu, le netlinking, la formation et les technologies. On essaye vraiment de créer un référencement naturel pour chacun de nos partenaires. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Merit? Non, je pense que c'est bien expliqué. GetFluence. Alors, GetFluence, pour ceux qui ne savent pas, originellement, en fait, on est un tiers de confiance entre des sites web, des médias et des marques et des agences pour publier des articles sponsorisés. Alors, de manière originale, en fait, on travaille beaucoup avec des SEO pour la notion de popularité sur Google au départ. Donc, on a énormément de médias. On a plus de 45 000 médias aujourd'hui en catalogue dans le monde entier. Et ce qui fait un peu notre différence, c'est qu'on a une équipe sourcing dédiée qui va aller chercher les médias qu'on a ou d'autres, ce qui fait que le catalogue a tendance à progresser pas mal. Et on a des garanties en fait de publication, de liens sur la partie SEO. Et naturellement, on est allé sur le DIO dans le sens où on va le voir dans ce webinaire, mais en fait, les sources qui sont utilisées, on en a plus de 50% en catalogue dans les IA, qui nous a permis un peu de creuser. Ça doit faire à peu près, je pense, 18 à 20 mois qu'on creuse le sujet. Donc voilà, je ne vais pas faire de spoiler. On va en parler tout le long, mais en tout cas, c'est pour ça on a monté, on a fait pas mal de R&D pour monter une offre sur le sujet. Pas mal voilà. C'est vrai que nos échanges, Julien, sur cette partie-là remontent à il y a plus d'un an maintenant. Ouais, c'est ça. Nous, on a commencé au niveau de juste avant ChatGPT Search, c'est-à-dire, je pense, en septembre 2024 ou août 2024, a commencé à vraiment creuser le sujet. Donc, ouais, ça commence à dater.
Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de retours d'expérience, justement. Oui, exactement. Alors, concernant le pourquoi ce webinaire, alors on a cité 3 points ici, mais en vrai, on a beaucoup plus de raisons. Donc le premier point, c'est de rappeler, surtout que, le site aujourd'hui, le site web, notre site web en tout cas, n'est plus le seul point d'entrée. La visibilité se joue beaucoup et puis, ça fait maintenant quelques années qu'on parle de global search. Heu, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les règles ont changé et continuent d'être changées. Donc aujourd'hui, pour parler de vous, pour apprendre sur qui vous êtes, on n'a plus forcément besoin, d'avoir un site web. Les IA font très bien le boulot et vont venir s'appuyer sur des sites externes pour en savoir plus sur vous. Et puis le troisième point, c'est qu'on peut également être source, c'est-à-dire que les IA peuvent venir récupérer les informations sur notre propre site, mais par contre, sans jamais le citer. Donc d'un point de vue KPI, on risque de se dire qu'on n'est pas visible, qu'on ne nous voit pas, mais en vrai, les IA peuvent quand même venir récupérer, plein d'informations, citer ces contenus, ces conseils qu'on peut avoir sur notre propre site, sans jamais, mettre en avant la marque en question. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir regrouper ces 3 petits points et puis, vous donner, des pistes sur ce qu'on peut faire de différent, et surtout, essayer de maximiser, pardon, votre visibilité, sur le web au sens large. Puis, juste, je peux rajouter un truc. En fait, on entend beaucoup parler de JO. Je pense que si vous êtes sur LinkedIn, vous devez voir des fils, des infos en pagaille à peu près 10 ou 15 fois par jour. L'idée, là, c'est vraiment d'être un peu dans le concret parce que justement, on le pratique, hein, autant IFM que nous au quotidien. Et donc, là, c'est des moyens que vous pourrez appliquer, je pense, dès demain. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce webinaire aussi. Voilà. Complètement. Rapidement, on va vous donner quelques chiffres clés issus d'études pour vous aider un petit peu à visualiser comment ça fonctionne. Comme le disait Merit, la visibilité aujourd'hui, elle ne se joue plus uniquement sur votre propre site. On a pas mal d'études qui le confirment. Il y a la PIC AI qui est sortie le mois dernier sur à peu près 30 millions de sources analysées aux USA, qui a fait une analyse par domaine et qui a constaté que, par exemple, Reddit était beaucoup utilisé comme source pour du l'UGC. YouTube va plutôt être utilisé pour des tutos. LinkedIn va plutôt concerner tout ce qui va être B2B. Wikipédia va être évidemment utilisé pour des données factuelles. Et vu qu'on est sur des études plutôt US, on a Forbes qui est un média assez reconnu outre-Atlantique qui ressortait beaucoup sur la partie économique. Si on regarde l'étude Pika SEO qui est également sortie le mois dernier sur 680 millions de sources analysées, eux, ils ont fait une vue par LLM et on voit que ChatGPT va plutôt utiliser Wikipédia comme source principale. Perplexity va plutôt utiliser Reddit. Gemini et tout ce qui va être IA Overview vont plutôt se baser sur YouTube. Et Claude va faire tout le contraire. Lui, il va rester sur les sites autoritaires en majorité. Côté eFun, on a également fait une petite étude sur le secteur bancaire en France en fin d'année dernière. Et ce qu'on a noté, c'est que dans ce secteur-là, ce qui ressortait le plus, c'est des sites institutionnels, comme les sites du gouvernement. On va également avoir YouTube qui ressort. En médias, on a eu une grosse percée de Le Monde et de Capital. On a également trouvé quelques blogs thématiques et il nous arrivait d'avoir des petits acteurs, mais c'était assez volatile, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes petits acteurs selon les jours des études. Je pense que le message à retenir sur cette slide-là, c'est surtout de se dire qu'en fait, en fonction de qui on veut toucher, du persona, la source qu'on va aller chercher, ne sera pas pareille, ni le LLM, donc on le voit. Donc c'est vraiment une stratégie qui va se construire en fait dès le début, donc on verra juste après sur les prochaines slides. Mais il y a une grosse phase de réflexion autour de sa visibilité, dès le point de départ, pardon. Ouais, puis si on veut aussi aller, effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, c'est en forme d'entonnoir, c'est-à-dire que plus on peut pas dire on fait cette activité-là et je vais aller chercher des sources d'une activité, même si on en a des très grandes, hein, comme tu le disais, Célina, qui revient très fréquemment. Mais plus on va travailler en entonnoir, c'est-à-dire propre à notre activité, nos priorités marketing, les sujets qu'on va aller adresser, on rentre dans le vif du sujet, moins les sources vont être volatiles et plus elles vont se répéter. Donc c'est aussi ça
une bonne pratique de départ. Tout à fait. Et ce qu'on peut également retenir, c'est qu'on peut être premier sur Google, donc en SEO, mais ne pas forcément être le site référent dans les réponses IA. Et on peut même dire qu'il n'y a pas forcément de top 1 dans les IA, parce que comme on va pouvoir le voir, les réponses, elles évoluent assez régulièrement selon qui va poser la question et comment. Au niveau du fonctionnement, donc avant de chercher à influencer les réponses, effectivement, faut comprendre vraiment comment ça fonctionne. Alors, quand le modèle va construire sa réponse, il va prendre deux sources d'informations principales. La première étant son corpus d'apprentissage, donc tous les documents web qu'il a utilisés pour aller construire. C'est une base de données qui lui est propre, sur laquelle on ne peut pas agir pour l'instant, qui est ce qu'il a en connaissance et qui fait évoluer régulièrement. Mais cette base de données-là, elle a ce qu'on appelle une date de cut-off, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la mettre à jour en temps réel parce que ça coûte extrêmement cher au modèle. Et donc, il a généralement 6 à 7 mois de retard sur l'info à jour du moment. Ce qui fait que pour pallier cette limite du modèle, il va faire ce qu'on appelle, quand il va avoir une question, qui va avoir besoin d'informations temporelles, donc à jour ou d'informations sur une marque, sur une entité, on va voir ce que c'est après. Il va avoir besoin de déclencher le retrieval, c'est-à-dire qu'il va chercher sur le web il va choisir des URL sources, des articles qui vont lui permettre de mettre à jour sa réponse, d'alimenter sa réponse. Et c'est véritablement cet élément-là qui va nous permettre de pouvoir agir sur la réponse du modèle. Donc, on va voir si tu veux bien passer. Ouais. En fait, c'est justement ça qui nous permet de dire que effectivement, c'est mécanique. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de magie derrière le LLM. En fait, ce retrieval-là nous permet d'avoir une porte d'entrée dans ce que choisit le modèle. Et donc, on peut l'influencer. Des études récentes, notamment IEX, nous dit que effectivement, les sources qui sont utilisées pour construire cette réponse sont à 56% des contenus tiers. Ce qu'on disait en introduction, effectivement, c'est bien de travailler votre site web parce qu'il peut être une source, mais à plus de 50%, vous avez des médias tiers, des sites tiers, articles, publications éditoriales, réseaux sociaux, il y a plein de types de sources. Et sur les 30, généralement, la 30 sources utilisées pour construire une réponse, en moyenne, il y en a 37% qui sont réutilisées. Donc, ça illustre bien la volatilité dont parlait Célina au début. On n'a que 37% qui sont utilisés. Et ces 37%-là, l'idée, c'est de bien les identifier par thématique, par sujet, par question que vous voulez aller, stratégique que vous voulez aller chercher. Et là, on va identifier des sources. Donc, jusqu'à 6 sources uniques peuvent être utilisées pour construire un élément de réponse. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à l'élément de réponse qu'on veut aller donner. Ça, on va voir comment on fait. Mais voilà, pour bien comprendre comment on peut influencer dans le fonctionnement. Voilà. Alors, j'ai repris ici une phrase de Danny Sullivan, donc une petite citation qui disait qu'un bon SEO était du bon GEO. Et c'est quelque chose que l'on confirme, que l'on voit également de notre côté. C'est parce que la plupart du temps, ces LLM vont venir s'appuyer directement sur des sites qui sont bien positionnés. Et puis les petits blogueurs, les petits sites, en fait, vont aussi venir être visibles de temps en temps, mais seront beaucoup plus volatiles du fait que leur position soit moins stable par la suite. Donc ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement le SEO reste la base, il faut travailler, et il y a beaucoup de points communs avec le SEO. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà aujourd'hui en SEO qu'il va falloir mettre en place et qu'il va falloir garder. Donc j'ai cité quatre exemples ici, avec un premier point qui va concerner directement la synergie. Donc en SEO, on a l'habitude de travailler avec d'autres canaux comme le SIA pour aller collecter la data, récupérer la data, faire un tracking beaucoup plus complet. L'idée, c'est d'avoir ce même comportement avec des outils de tracking donc, qui permettent déjà, et certains d'entre eux en fait, permettent déjà de filtrer assez simplement ces points d'entrée par les IA. Donc j'ai cité Piano, Adobe, GA4, etc., mais on a bien plus que ça. Côté technique, l'idée, c'est toujours pareil. C'est de s'assurer que le site reste accessible,
avoir les données structurées. On peut également traquer, aujourd'hui on traque en SEO, les logs SEO, mais l'idée derrière, c'est également de pouvoir traquer les bots IA qui sont encore une fois définis, reconnaissables assez simplement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir construire un dashboard assez complet. Côté contenu, c'est de nous assurer que les contenus soient utiles, lisibles, des données récentes, et puis surtout des données propriétaires. Et sur la partie e-réputation, donc on travaille côté SEO. L'idée, c'est de continuer de s'appuyer sur des sites externes, donc par rapport à ce que disait Julien également. Donc 56% des infos sont récupérées ailleurs. Et donc, ça fait monter encore plus cette tendance de vouloir être visible et de devoir être visible ailleurs qu'en dehors de son site web. Est-ce que quand tu parles d'e-réputation, c'est la même chose que du netlinking? Alors, oui et non. Après, je te laisserai répondre Julien, mais Ouais. d'un point de vue SEO, je dirais non. Je les différencie bien parce que mon plan d'action ne sera pas pareil. Dans l'un des cas, je vais aller chercher plutôt si tu veux, des liens directs avec des encres optimisées, semi-optimisées. Je vais essayer de traquer tout ça. Sur la partie GEO, je vais surtout d'abord aller chercher la citation dans un premier temps, au-delà du lien. Et donc, je n'aurai pas forcément la même approche. Et puis, je ne ciblerai pas la même quantité non plus de sites. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand je fais du SEO, du netlinking en SEO, j'ai ma page cible. Elle est définie. Je sais ce que je veux. Alors que côté Géo, je vais vouloir qu'on parle de moi, qu'on cite mon produit, sans forcément cibler une page directement sur mon site. Ouais, puis ça, juste pour compléter, tout à fait d'accord avec ça. Et pour compléter, en fait, la notion de réputation sous-entend la notion de marque derrière. Donc en netlinking, on va possiblement aller chercher autre chose aussi que de la marque. On peut aller très bien aller chercher de la réputation de marque, c'est tout à fait possible. Mais on va également chercher du positionnement sur des concepts, sur des intentions de recherche. On va un peu au-delà quand même du mot-clé. Hein. On n'est plus dans Google ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Mais beaucoup par de l'intention de recherche, alors que sur la réputation, on va aller associer à la marque une expertise, une expérience qui va permettre à la marque de remonter. Alors, autant dans le SEO que dans le GEO, hein, on va voir, il y a effectivement, on a des grands leviers que tu as énoncés, Merit, mais on a aussi des bonnes pratiques, des astuces qui sont un peu sous-utilisées et qui permettent d'appuyer très fort sur ça. Donc ça, on va le voir au cours du webinaire, mais effectivement, pour moi, c'est ça la différence. C'est qu'effectivement, la réputation sous-entend une notion de marque derrière. Top. Et ben, voilà un peu de contexte. L'objectif sur cette première partie-là, c'était vraiment de remettre un peu de contexte et puis communiquer sur certaines infos qu'on maîtrise, qu'on connaît déjà. Et puis, donc, à partir de maintenant, l'idée, c'est plutôt d'être un peu plus dans l'opérationnel et donc de pouvoir lister des actions concrètes. Donc, on va avoir plusieurs sous-parties dans ce chapitre-là. Le premier point à valider, à s'assurer qu'on va dans le bon sens, c'est de pouvoir identifier les questions. Donc, à fort potentiel ne veut pas forcément dire avec beaucoup de recherche derrière, mais surtout stratégique, où on sait qu'on a quelque chose à dire et puis on sait qu'on a quelque chose à gagner. Donc, notre approche côté IFEN sur cette partie-là, pour pouvoir définir ces bons prompts, donc le premier point, c'est de partir d'une requête SEO que l'on connaît, que l'on maîtrise, à travers la SERP, mais également sur lesquelles on a de la donnée, notamment autour des volumes de recherche, mais également des conversions derrière. Donc, l'idée, c'est de prendre une requête. Donc, dans l'exemple, j'ai pris la requête taux prêt immobilier. Et puis, l'idée, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai ma requête SEO, j'ai un volume de recherche, j'ai un potentiel de conversion derrière. Comment je fais pour transformer cette requête en prompt? Il y a plusieurs étapes à ce niveau-là. Le premier point pourrait être d'imaginer nous-mêmes en fait, les prompts autour de cette requête, ce qui est possible. Mais une autre solution pourrait être également de s'appuyer sur ce que fait déjà Google depuis plusieurs années à travers son bloc People Also Ask. Donc, c'est le petit module que Google va venir afficher dans les résultats de recherche avec des questions associées. Et puis, en fait, tout simplement, ces questions associées sont liées directement à la requête cible en SEO. En fait, l'idée, c'est de venir s'appuyer sur les connaissances de Google, puisque Google fait déjà ce lien de rapprochement. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, je fais confiance à Google. Donc, il y a forcément un tri à faire, du nettoyage à faire. Mais par contre, derrière, on va s'appuyer sur quelque chose que Google maîtrise déjà depuis des années et qu'il affiche déjà ces informations basées par rapport aux demandes
des internautes. Donc c'est la vraie donnée côté terrain. Et puis donc une fois qu'on a fait ce travail, donc l'idée c'est d'aller plus loin, de récupérer un maximum de PA autour de la requête, travailler les requêtes secondaires, faire le même exercice, et puis finalement, ça va nous donner une base énorme de questions imaginées, tapées par les internautes, et puis surtout remontées par Google. À savoir qu'on a également, je ne l'ai pas listé ici, mais on a également la Bing Webmaster Tool également. Donc, premier outil pour l'instant à disposition des sites web sur lesquels on peut aller chercher de la donnée. Alors, ça reste des grounding queries, donc c'est pas tout à fait des prompts, mais par contre, on commence à se rapprocher. Et puis finalement, c'est une première brique qui s'ouvre dans cette boîte noire, globalement. Et donc, l'idée, c'est également, donc, on peut également venir s'appuyer sur ces données que l'on a à disposition. Donc, une petite question pour vous, donc par rapport à ce qu'on vient de se dire, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, j'ai listé plusieurs prompts à ce niveau-là. On en a 7 au total, avec alors, toutes les questions, enfin tout l'ensemble des prompts sont numérotés. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette partie-là. Donc, selon vous, lesquels sont des bons prompts? Donc, en reprenant le contexte et puis tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. Donc, vous pouvez utiliser le chat et puis afficher uniquement le numéro de la question. Ça nous fera déjà une bonne idée. Donc, à savoir, le point numéro 1, la question numéro 1, c'est quel est le taux actuel d'un prêt immobilier pour un fonctionnaire? Quelle banque pour un prêt immobilier fonctionnaire? Quels sont les avantages du prêt immobilier pour les fonctionnaires? En 4, quelle est la meilleure banque pour les militaires? Quel est le taux de prêt immobilier actuel? Alors, on a Alexandre et Alexis qui répondent le 2 et le 4. Mehdi, 5. Carole répond aussi 2 et 4. On a pas mal de 2 et 4 et de 5. Alors, il y a des bonnes réponses. Alors oui, on peut aller aussi de 1 à 7. Mais non, alors, en vrai, il n'y a pas forcément de vraies réponses, mais c'est surtout essayer de toucher, en fait, la personne qui nous intéresse concrètement à ce niveau-là. Et donc alors moi, de mon côté, j'ai sélectionné plutôt le 2 et le 4. Encore une fois, c'est ma vision. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne réponse. Et concernant le pourquoi, c'est parce que les prompts 2 et 4, en fait, ont un contexte. Un contexte veut dire quoi? En fait, c'est expliquer à qui je m'adresse, qui je suis et ce que je cherche. Le pourquoi, c'est parce qu'aujourd'hui, si on est un internaute lambda, on ouvre ChatGPT, on ouvre Gemini ou autre LLM. En fait, le LLM sait déjà davantage qui on est. Il sait ce qu'on fait, il sait où est-ce qu'on est basé. Et en fait, même si on ne lui dit pas directement, en fait, en récupérant ces informations, il va venir répondre. Et puis, même si des fois, il n'a pas l'information, il va venir nous challenger. Donc, il y aura de l'interaction avec le LLM. Et finalement, en fait, on va lui donner ce contexte, parfois sans le vouloir. Et par contre, côté tracking, de manière neutre, on n'a pas, nous, les informations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de se mettre à la place du persona. Donc, je sais à qui je m'adresse, je sais quel persona va convertir, je sais où est-ce que je me situe dans le moment de vie, dans le funnel. Et puis, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'ensemble de ces contextes et puis je vais venir répondre à cette question. Par exemple, si je prends le cas de quel est le taux prêt immobilier actuel, en fait, le LLM va potentiellement répondre correctement à cette question. Si on passe par de l'API, il ne saura pas où est-ce que je suis basé. Donc, il va commencer à me répondre en me donnant beaucoup d'éléments. Il va essayer de me situer, il va me dire, si tu es en région parisienne, ton taux est peut-être de tant de pourcents. Si tu es ailleurs, c'est X%, etc. Et donc, finalement, on aura une réponse qui sera assez floue. Et puis surtout, dans la réponse qu'il va m'apporter, potentiellement, il ne citera pas de marque ou alors il ne touchera pas, il ne proposera pas de service. Donc, en fait, j'aurai une réponse un peu à la Wikipédia où j'aurais pu récupérer l'information sans concrètement avoir soit une citation de ma marque, soit une citation d'un produit ou d'un service que je propose. Donc, une première brique assez importante. Donc, l'idée, c'est de se dire, chaque fois qu'on a un prompt, en fait, il faut qu'on lui donne de la matière, suffisamment de matière pour qu'il puisse se positionner et que derrière, moi, je puisse en tirer les conclusions correctes.
Alors, ici, Pour, j'ai cité. Vas-y, vas-y, pardon. vas-y. Je voulais juste compléter, mais vas-y, finis. C'est juste de dire qu'en fait, chaque prompt doit pouvoir refléter en fait, des moments de décision, et surtout avec précision, de manière à ce qu'il puisse citer et que moi, je puisse récupérer ce que je souhaite concrètement derrière. Donc là, on n'a vu qu'un seul cas. En fait, il y a plein de types de formats possibles derrière. Donc, on peut avoir des prompts autour de la perception, donc à savoir comment est perçue ma marque. Donc là, pour le coup, je ne vais pas aller toucher l'internaute, je ne vais pas aller cibler ses requêtes, mais je veux surtout m'assurer et me dire est-ce qu'aujourd'hui, le LLM en question est capable de savoir quels sont les points forts, les points faibles de mon produit, savoir si niveau tarif, il affiche les bons tarifs. Donc je peux avoir en fait un lot de prompts orientés sur mes produits et mon objectif n'est pas de convertir, mais juste m'assurer que que ce que dit le LLM en fait est correct. Je peux avoir de la recommandation. Je peux très bien pousser mes prompts de manière à ce qu'ils puissent systématiquement citer des marques et puis derrière, donc voir si en termes de recommandation, si je le suis ou pas avec ma marque. Ça peut être de la comparaison directe par rapport à mes concurrents business. Donc, je peux demander à ce que le LM vienne et compare du coup mon produit à un autre produit, alors, soit en interne, soit en externe avec un concurrent. Et puis, on peut être également sur de l'informationnel. Donc là, on sera plutôt sur des questions génériques. Donc, plus forcément besoin de mettre un persona derrière. Mais en tout cas, voilà, ça va lui permettre ça va me permettre, moi, pardon, de savoir si je suis cité, si je suis utilisé en tant que source ou pas. Encore une fois, le fait que je n'apparaisse pas en source sur cette partie-là ne veut pas dire que le LEM ne s'est pas basé sur mon contenu pour répondre. On l'a vu tout à l'heure, on est cité une fois sur deux seulement par rapport au contenu qu'il pourrait venir récupérer chez nous. Donc voilà, il y a plein de cas possibles, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des lots de prompts et puis traquer chaque lot avec une stratégie différente et un plan d'action surtout différent derrière. Ouais, pour compléter juste, je pense que ça peut être intéressant. Effectivement, il y a cette partie décisionnelle-là qui est essentielle. Mais n'oubliez pas d'être créatif, d'être distinctif par rapport à ça. Effectivement, le plus simple, c'est peut-être aussi d'interroger vos clients. Je pense que ça peut être une bonne pratique sur quelles questions ils peuvent poser sur votre marque. Je pense que déjà, là, ça vous donnera pas mal d'informations sur comment construire vos comptes. Aujourd'hui, on n'a pas de recherche sur les prompts. Hein. C'est pas mérite de donner une technique qui est hyper fiable pour le faire à partir des volumes de recherche, mais on n'a pas de volume sur des prompts. Et il y a aussi la partie usage. N'oubliez pas d'aller chercher les usages. Par exemple, transporter, vous avez un vélo, vous voyagez tous les jours dans les transports en commun, votre vélo, vous voulez pouvoir le porter en passant l'escalier et le rentrer dans le métro, ça, c'est un usage. Et donc, autour de ça, vous avez des questions qui sont très rarement posées par vos concurrents. Mais c'est des questions qui peuvent être posées par votre audience. Et ces questions-là, si vous arrivez à vous y positionner, votre visibilité de marque, elle prend un boost. Et donc, les usages, c'est aussi une bonne pratique. C'est une petite astuce qui vous permet d'alimenter en plus des questions supplémentaires en plus que je peux donner gratuitement. Voilà. Alors pour la partie 2, je vais te laisser la main, Julien. Donc l'objectif, c'est de parler un peu de structure, de renforcement de la confiance et des contenus de l'intérieur. Ouais. Alors, effectivement, en fait, on va regarder un peu ce que le modèle fait rapidement. Alors, effectivement, je rentre pas dans la technique pure parce que c'est pas notre sujet, mais bien comprendre en fait ce que le LLM utilise pour construire sa réponse. Le LLM a trois étapes. Il a une étape, ce qu'on appelle d'encoding, où il va traduire tous les textes et il va les transformer en nombres, en tokens, ce qu'on appelle des tokens, mais c'est des nombres. Et ensuite, avec ces nombres-là, il va passer sur une étape d'embedding, donc correspondance à partir de la proximité sémantique. Il va vraiment travailler avec les mots. C'est les mots qui va lui permettre, les mots traduits en nombres, qui va lui permettre d'évaluer quelle réponse, quel élément de réponse il va donner en réponse à une question. Et donc ça va être par rapport à l'entraînement. Et en fait, le cœur vraiment du LLM, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Et c'est là où on va pouvoir nous agir, parce que là, il va juger, il va noter en fonction de le contexte que vous avez utilisé, la proximité sémantique, la valeur, la confiance perçue, tout ce qu'on évoque là, va lui permettre de trouver les éléments, donc les mots qui composent la réponse. Donc là, vous avez l'exemple avec Nike à droite, où effectivement, il y a différentes fois
Donc, on a une entité de marque, c'est Nike. Et autour de ça, on a la qualité, le prix, le savoir-faire, les valeurs, l'innovation. Tout ça, c'est des attributs. Et en fait, il va attribuer un poids à tous ces attributs-là. Et si vous avez un poids qui est hyper élevé sur un des attributs et qu'une question est posée sur cet attribut, il y a grande chance que votre marque remonte en haut de la réponse sur les attributs. Et comment on fait pour influencer ce mécanisme d'attention? Eh bien, en fait, il faut un format qui est adapté, que le LLM peut lire dans les sources qu'il utilise. Et c'est là, en fait, où on va avoir notre levier principal d'action et on va pouvoir influencer ce mécanisme d'attention. Et nous, du coup, on a, si tu passes, en fait, c'est exactement sur ça qu'on a appuyé avec le format iFirst qu'on a créé, que je détaillerai plus tard. Et en fait, c'est un format, c'est pour ça qu'on a mené 18 à 20 mois de recherche. Ça nous a permis, ce format-là est structuré de telle façon qui permet d'envoyer des informations précises au mécanisme d'attention et donc à travers les articles sponsorisés. Et donc aujourd'hui, on arrive à avoir 60% de mentions de marque dans des réponses dans lesquelles la marque n'était pas mentionnée et on va voir comment on s'y prend. En fait. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, pensez bien à ce mécanisme d'attention quand vous construisez des stratégies. Donc, en fait, le format, donc iFirst, c'est un format d'article. À l'intérieur, vous avez différents éléments qui sont évolutifs dans le temps, parce qu'évidemment, vous pensez bien que le modèle évolue aussi. Donc, ce qui était vrai il y a 6 mois, aujourd'hui, le modèle a amélioré ses critères de sélection, de choix d'informations. Donc là, si tu avances un peu, on va détailler rapidement les différents critères. Donc, on a le premier, en fait, effectivement, il va avoir besoin d'aller chercher des études. Donc, on fait des études, tu réussiras dans la vie, mais tu réussiras aussi avec des études à envoyer de la confiance. Je pense que tu peux passer un peu. On va les dérouler, il y en a plusieurs. Ouais, à être mentionné dans les réponses IA, parce que les études sont des études de référence vont permettre au modèle d'aller chercher, en fait, de l'expertise externe. Vous avez cité cette étude, qui est une étude de référence, qui en plus de ça est récente. Donc, vont vous attribuer une partie confiance, expertise. Quand vous allez utiliser des chiffres, évidemment, des chiffres qui sont bien sourcés, en fait, le LLM va adorer ça. Ça va être très simple à comprendre. Il fonctionne, comme je vous le disais au départ, par encoding dans son modèle d'apprentissage. Il a l'habitude de manipuler des chiffres. Et donc, il faut lui en donner, contextualiser avec les valeurs de votre marque, évidemment. Et ensuite, euh, quand on dit ne pas y aller par 4 chemins, c'est des paragraphes courts, des choses, ce qu'on appelle des chunks. Donc, pas de longs textes, des résumés. En gros, pour être tout à fait synthétique, il faut bien résumer en fait tout ce que vous dites pour lui permettre d'aller chercher l'information que vous voulez lui transmettre. Et donc ça, c'est comme ça aussi dans les formats iFirst qu'on produit aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce qu'on fait plutôt pas mal dans le sens où on arrive à amener 60% de mentions de marque, mais c'est ce qu'on fait dans nos articles. Mieux vaut un qui sait que 10 qui cherche. Ça, effectivement, normalement, si tu déroules, c'est des témoignages, donc des avis. Ce que disait Célina au début, la partie UGC, User Generated Content, donc tout ce que vos clients, vos partenaires disent sur vous, le LLM va adorer ça. C'est dans la partie EEAT, expertise, expérience, autorité, confiance. Cette partie expérience, c'est ce qu'on dit, que les autres disent sur vous. Et ça, le LLM va adorer ça. C'est une preuve incontestable. Et penser comme un client, c'est accepter d'être comparé à d'autres acteurs. Et ça, c'est plutôt, au début, le modèle prenait moins en compte cet aspect-là. On pouvait contextualiser une marque tout le long. Et même si c'est un article sponsorisé, aujourd'hui, il ne faut pas proposer que sa marque. Il faut avoir une perception de neutralité. Donc, il ne faut pas hésiter à mentionner d'autres acteurs et à mettre en avant ses valeurs. C'est ce qu'on fait. Sinon, on a tout l'effet contraire. On est perçu par le modèle comme promotionnel. Il y a de grandes chances qu'ils ne vous prennent pas en compte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et qui est un peu différent avec le SEO. C'est que malgré le fait qu'on sponsorise, qu'on achète de l'article, il ne faut pas hésiter à mentionner d'autres acteurs, des acteurs qu'on choisit, mais d'autres acteurs pour avoir cette impression de voilà. Julien, quand tu parles d'ajouter des mentions ou des témoignages, est-ce que l'emplacement dans l'article est important? En haut, en En fait, bas? on fait généralement ce qui est important, c'est de le contextualiser avec le paragraphe court, avec ce qu'a évoqué le paragraphe court juste avant. Nous, on a fait plusieurs tests, on a essayé de faire des blocs d'avis dans des articles.
Et on a essayé de mettre des avis qui étaient contextualisés. Et ce qui marche le mieux et de loin, c'est vraiment les avis qui sont contextualisés proches d'un paragraphe qui parle du même sujet. Donc, c'est vraiment associer les attributs, et ça paraît logique hein, par rapport au fonctionnement du modèle que j'évoquais tout à l'heure. Si vous parlez des valeurs d'une marque, bah, avoir un avis qui appuie sur les valeurs de votre marque, bah, forcément, c'est une preuve qui vient appuyer sur ce que vous avez dit juste avant. Voilà. Et il en faut plusieurs ou un seul avis par article? Ça, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait de règles sur le sujet. Je pense qu'il en faut au moins un ou deux. Après, il faut que ce soit contextualisé. Si vous n'en avez pas qui sont contextualisés, enfin voilà, nous, c'est ce qu'on fait dans nos articles iFirst, c'est-à-dire qu'on va regarder si vous en avez des contextualisés ou pas autour de votre marque. Sinon, on en utilise moins. Mais il n'y a pas de volume en soi. Il y a des exemples, hein, je vous donnais à droite, à des exemples de contextualisation de chiffres et d'études autour d'une marque. C'est vraiment des extraits d'articles qu'on peut produire. Voilà. Top. On peut passer à la partie numéro 3 si ça vous va. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir identifier les sources utilisées et se dire, OK, maintenant que j'en sais plus sur le prompt, je sais un peu le format qui fonctionne, bah, comment je fais pour identifier ces meilleures sources. Alors, le premier point, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Ça va concerner l'analyse. Donc, il ne faut pas oublier que les résultats sont très volatiles. On a beaucoup de mouvements dans les réponses des LLM. Et il faut absolument faire une analyse quotidienne, une analyse très rapprochée pour bien prendre de la hauteur et être sûr de ce qui doit en ressortir. Donc, vous pouvez très bien avoir le jour 1, 3 sites qui remontent, qui sont visibles, mais par contre, les 8 prochains jours, ces sites, ces pages-là ne seront plus visibles du tout. Et en fait, plus on prend un délai important, et puis avec des analyses quotidiennes, plus on est sûr du résultat et plus on maîtrise exactement vers quel type de source on veut y aller, sur lesquelles on peut faire confiance. Le deuxième point, c'est de se dire, une fois que j'ai mes relevés quotidiennes, c'est comment j'identifie les sites qui remontent le plus et vers lesquels je dois y aller. Ici, il faut absolument faire un tri des sources. On l'avait vu sur la première slide avec les différentes études. Les LLM ont des typologies de sites sur lesquels ils vont s'appuyer en fonction du contexte, mais également en fonction de ce qu'ils maîtrisent. Et donc, parfois, ils ont même des partenariats avec certains domaines. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer ces informations-là pour pouvoir prioriser des domaines. Donc là, l'idée, c'est de se dire, pour un domaine A, B, C, c'est de pouvoir se dire, est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est un site média? Est-ce que c'est un site? Est-ce que c'est un forum? Comme ça me permet de savoir, en fait, dans la fenêtre de tir, si j'ai 100 sources qui remontent de manière régulière, je suis capable de dire combien je suis capable d'activer, où est-ce que je peux y aller. Ce travail-là, on peut le faire chez nous, mais on peut également prendre en compte les sites qui citent nos concurrents, de manière à pouvoir les inclure également dans cette base-là et de faire grossir derrière le sujet. Le troisième point, ça va concerner la fréquence. Donc, comme je l'ai évoqué, à travers une analyse quotidienne, on serait capable d'attribuer en fait un scoring tout simplement à chacun des domaines et de savoir pour un même domaine combien de fois le domaine est visible, mais au-delà du domaine classique, on va également pouvoir avoir de la granularité et puis identifier le nombre de pages proposées par ce site. Donc, il y a plein de moyens de faire. Donc, on peut rester sur un format Excel, on peut rester sur un format Google Sheets et puis faire des analyses quotidiennes manuellement. Il n'y a aucun problème. L'objectif sur cette slide-là, donc je vous ai montré un peu quels sont les éléments qu'on peut traquer et qu'on peut suivre dans le temps. Le premier encart qu'on va voir sur cette partie-là, en fait, c'est voir un peu notre évolution dans le temps, comment on évolue. Dire qu'on a une visibilité de 30%, en fait, ça ne veut rien dire. Il faut de la relativité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir traquer de la même manière sur les mêmes prompts nos concurrents et se dire est-ce qu'on est mieux ou on est moins bon. Ça, c'est la première vision. Et la deuxième vision, c'est de se dire aussi, je peux passer de 30% à 15% de visibilité. Ici, sur cette partie-là, la réalité, c'est que pareil, ça peut donner l'impression comme si on avait une grosse chute et qu'on était moins visible. Mais en vrai, il ne faut pas oublier que les modèles bougent, évoluent et ne vont pas citer systématiquement des marques. Et donc, l'idée, c'est d'ajouter, sur cette courbe où on va sur la concurrence, c'est d'ajouter également une courbe marché. Et donc, l'idée, c'est de voir si on suit finalement la tendance ou pas.
Le deuxième point, deuxième encart sur cette partie-là, l'idée, c'est de pouvoir suivre un domaine avec un pourcentage de visibilité, mais également avec le nombre de pages qui remontent. Plus un domaine a de pages citées sur cette partie-là, plus il est référent pour le LLM en question, et plus j'ai de chances de pouvoir exister derrière si je vais chercher une citation. Si un domaine a, donc là, si je prends l'exemple, donc je crois qu'on parle à peu près d'une cinquantaine, d'une centaine de pages qui existent côté le Lynx, si demain je devais avoir un partenariat avec le Lynx, en fait, je peux très bien me dire je veux une citation depuis une page existante, mais vu la volumétrie du nombre d'URL, je peux également demander la création d'une nouvelle page, parce que le domaine elle est référent et beaucoup d'URL derrière. De l'autre côté, sur certains domaines, on va voir que le LLM s'appuie beaucoup sur ce domaine-là, mais sur une page unique. Dans ce cas-là, créer une nouvelle page peut être un risque, et donc il vaudra mieux aller chercher de l'exclusivité directement sur la page en question. Le quatrième point, c'est se dire, en fait, on fait cette analyse, mais en fait, l'analyse, toute cette première brique, en fait, ne vaut rien si on n'a pas un prompt bien identifié. Et donc, c'est d'avoir cette déclinaison également par prompt, et puis sur se dire, pour chacun des prompts, quelles sont les sources et les domaines les plus visibles, combien de fois on est cité, et puis derrière, donc pareil, donc pouvoir retrier tout ça, et puis avoir une bonne base pour lancer un plan d'action JIO, côté outreach, côté citation. Alors, on a évoqué pas mal de points jusqu'à présent, donc il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit, en fait, pour l'instant, ça reste une base. On n'a pas encore activé quelque chose. Et donc, les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, donc le contenu, est-ce qu'il est existant, est-ce qu'il est nouveau? En fait, vous allez pouvoir savoir directement en vous basant sur ce tracking et puis vous dire, OK, est-ce que le domaine est visible avec beaucoup d'URL ou pas? Donc, ça va me dire tout de suite si c'est un nouveau contenu qu'il faut ou si c'est de l'existant. Côté tarif, contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc côté Géo ou un netlinking classique, est-ce qu'on parle forcément des mêmes tarifs? Est-ce qu'il y a une différence? Et donc sur ces parties-là, je laisserai la parole à Julien. L'emplacement, on l'a vu tout à l'heure, une citation en haut de page, en bas de page, c'est fait pareil, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser. Et puis surtout, le format. Aujourd'hui, est-ce qu'une simple citation fonctionne aussi bien qu'une étude ou tout simplement juste être cité en tant que source dans un contenu qui est source également? Est-ce que ça peut retracer tout ça? Donc, sur cette partie-là, l'idée, c'est de te laisser la main, Julien, pour que tu puisses nous donner ces infos. Ben, avec plaisir. Déjà, sur la partie format, comme on a vu au départ, en fait, le LLM fonctionne plus par sémantique que véritablement par position, comme peut le fonctionner le SEO. Et donc, même s'il prend aussi des positions et des informations dans Google, mais essentiellement, comme c'est sémantique, j'ai tendance à dire que la simple mention ou le simple lien ne suffira pas si vous n'êtes pas aligné avec l'article dans lequel vous vous mettez. Parce que le LLM a besoin de ça, en fait. On va voir comment. Du coup, si on avance un peu, déjà, effectivement, je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit, Mary, sur la sélection des prompts, juste garder en tête qu'effectivement, il faut prioriser ces prompts-là. Vous pouvez en avoir des centaines, des 200, 300, et il faut savoir par lequel vous voulez travailler en premier, et ça, c'est super important. Et généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on choisit en priorité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller traiter les autres, mais en priorité, on va aller chercher ceux pour lesquels, en fait, la réponse ne mentionne pas la marque et mentionne les concurrents. En soi, d'aller chercher ça en premier permet d'augmenter votre visibilité de manière plus importante au début et ensuite affiner sur des prompts qui mentionnent personne et sur lesquels vous voulez aller vous positionner. Et ensuite, on a cette notion de persistance de marque qui me paraît super importante. En fait, la notion de persistance de marque, c'est, comme on l'a dit au début, les réponses sont pas mal volatiles. Et quand on va poser plusieurs fois la même question, on va avoir des réponses différentes. Et ça, en fait, ça va mesurer la part de mention de marque en réponse à un même prompt qui est posé plusieurs fois, plusieurs jours, la part de marques qui sont mentionnées. Et ça vous permet de mesurer, en fait, si vous pouvez positionner votre marque facilement ou pas dans la réponse. Et donc, généralement, nous, on le prend à plus de 25%. Et ça, les outils font, hein, ce que Méric montrait tout à l'heure, en fait, vous avez cette persistance-là qui est hyper importante pour cibler et prioriser vos comptes. Voilà. Et donc, voilà, les sources aussi ont été citées plusieurs fois, c'est hyper important. On va avancer. Ça, c'est la partie priorisation. Ensuite, effectivement, on n'en a pas parlé, mais si vous voulez aller chercher des sources,
il faut bien sûr vérifier que les robots d'exploration des IA peuvent consulter le contenu de ces sources-là. Et c'est pas parce que vous êtes apparu une fois dans une source, les sites peuvent modifier ça dans leur robot.txt, c'est dans ce fichier-là que tout se passe au niveau des autorisations. Et donc là, vous avez la liste des robots d'exploration web des différentes IA qui vaut mieux qu'ils soient utilisés pour que vous puissiez influencer la réponse, justement. Et donc aujourd'hui, à savoir que pour ChatGPT, depuis récemment, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, ChatGPT User, qui est le robot qui permet de visiter à la demande quand vous posez la question à un bot, résume-moi tel article et vous lui donnez l'URL. C'est ChatGPT User qui va déclencher, qui va être le robot. Et aujourd'hui, il le prend en compte pour alimenter ses réponses. On ne le savait pas au début. Et donc, il faut bien vérifier que ces deux soient pris en compte. Voilà. Et donc ça, si on avance un peu. Ouais, j'ajoute juste une petite anecdote sur cette partie-là, donc une découverte par Célina. Et ça fait sens avec une des questions que j'ai vu passer, mais ça concernait côté Wikipédia, donc sur un des projets. On a créé une page côté Wikipédia, enfin, on a optimisé une page côté Wikipédia avec des informations supplémentaires. La page était en brouillon, donc non active. Mais juste le fait de passer cette page en fait en brouillon, le LLM a réussi à récupérer l'information derrière et a pu citer la marque. Donc, pour répondre à la question, donc est-ce que les applications mobiles, la notation, etc., est-ce que ça rentre en compte ou pas? En fait, oui, les LLM vont parfois parcourir, malgré des blocages, peuvent aller plus loin, récupérer des informations. Et parfois, en fait, on a l'impression que ces LLM peuvent être aussi parfois assez bêtes. Et donc, se baser uniquement sur une URL, sur un format d'URL avec les intitulés, en fait, les mots qu'on a dans l'URL, être capable en fait d'imaginer un contenu derrière et puis vous répondre comme s'il y avait vraiment un vrai contenu et comme si ce contenu avait été lu derrière. Donc, ces petits mots, en fait, c'est aujourd'hui qu'on peut mettre comme une année dans un PDF, par exemple. Bah, si vous mettez 2019, mais 2019 correspond à un ID, bah, pour le LLM, ça peut poser problème parce qu'il peut se dire, attention, c'est un article qui date potentiellement, un contenu qui date de 2019, je ne vais pas le prendre en compte. Donc voilà, il faut quand même qu'on reste sur des choses assez basiques ou basiques aussi, des fois, parce que le côté LLM, ça peut aller très loin, mais par contre, ça peut aussi buter parfois sur des petites choses. Et s'il n'a pas confiance à ce qu'il va dire, en fait, il évitera de dire tout simplement. Ouais, exact. Et du coup, ouais, et juste au niveau des limites, effectivement, on n'en a pas parce que c'est en ligne pour lui. Et on a un prisme SEO qui nous fait dire qu'il va prendre telle ou telle information. Aujourd'hui, il va tout prendre, y compris si vous mettez du nofollow quelque part, ça n'empêchera pas le LLM d'aller le chercher. Donc ça, c'est vraiment purement Google, hein, nofollow, nofollow. Voilà, à garder en tête. Donc là, vous avez une copie d'écran. Alors, pour faciliter la tâche, nous, on l'intègre directement dans GetFluence, cette notion d'accessibilité des robots d'exploration web, et on le met à jour très régulièrement. Donc ça, c'est directement accessible par domaine, et ce qui évite d'aller consulter tous les robots.txt. Et donc là, si tu avances, effectivement, vous voyez bien la colonne accès. Et cette colonne iFirst, en fait, que vous avez à droite, c'est l'acceptation du format par les éditeurs, et c'est le format particulier qui permet d'aller influencer la réponse, justement. Et donc, malgré que ce soit une source, c'est toujours bien. Nous, il y a un travail qui est fait au niveau du sourcing pour faire accepter ce format qui est considéré peut-être un peu plus promotionnel parce qu'il met en avant la marque, même s'il l'est de moins en moins. Mais voilà, on a cet accord éditeur qui permet de publier rapidement. Donc là, si on avance, donc là, vous avez, bah, en fait, c'est un résultat. Alors aujourd'hui, on a pas mal de résultats qui sont assez positifs, hein. Je parlais du 60% tout à l'heure. Mais là, c'est un exemple, effectivement, d'un article qui a été fait pour WhoDrive dans mon immeuble, qui était une des sources, un article au format iFirst. Et donc, ce qui a permis de faire remonter, en fait, justement, la marque et la source dans ChatGPT à peu près 20 à 25 jours après. Euh, donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, je n'ai pas précisé le QR code que vous avez en haut, c'est pour avoir en fait vos entités, vos attributs liés à votre marque à vous. Donc, c'est un prompt qu'on utilise nous assez régulièrement. Donc, si vous voulez le prompt, n'hésitez pas à scanner le QR code, ça vous permettra de bien démarrer aussi. Du coup, je vais continuer. Du coup, si on avance un peu. Donc, la partie, bah, je prends le relais si tu veux, Méric, sur la partie différenciation. Ouais. Ok. Bah là, en fait, ce que je disais au début, effectivement, vous pouvez suivre tout ce qu'on vous dit, c'est les étapes essentielles.
Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas dans un environnement clos et que les concurrents font également la même chose que vous autour de ça. Et donc, pour vous différencier, il y a des pratiques qui permettent de donner l'information supplémentaire au moteur, au modèle, qui fait que vous serez peut-être positionné certainement d'ailleurs au-dessus de vos concurrents. Il y a cette notion de query fan out, qui sont les requêtes intermédiaires que déclenche le modèle. Tout à l'heure, je parlais du corpus d'apprentissage, de la recherche web. Le modèle va aller chercher des informations sur Google pour décider quel article source il va choisir. Et il va notamment aller chercher le top 10 de Google. Et donc, ces query fan out sont des requêtes intermédiaires que vous ne voyez pas dans le modèle quand vous posez la question, mais vous pouvez y accéder avec des extensions Chrome, par exemple. Là, je vous ai fait une copie d'écran à droite, à vous de chercher, mais vous pouvez avoir cette information des query fan out. Et c'est très utile parce que vous pouvez positionner vos contenus sur ces query fan out, justement. Voilà. Et ce que nous disent les query fan out, c'est qu'il faut généralement meilleur, top, avis, guide, tout ce qui est comparatif est hyper important. La notion de pays, d'année, Mérite, j'en ai déjà parlé. Et l'anglais, effectivement, ça c'est une bonne pratique. Vous avez beaucoup de sources, même si vous êtes en français, qui vont être anglophones, parce que le modèle est entraîné en anglais. Hein, la plupart sont américains. Et donc, si vous faites vos contenus, les contenus que vous publiez sur votre site web, si vous les mettez également en anglais, vous avez des chances que ces contenus-là remontent aussi en réponse à vos questions. C'est une bonne pratique de le faire. Là, si on avance. Donc, c'est bien de créer de nouveaux articles au format, mais c'est des articles sources qui remontent dans les IA. Donc, d'aller chercher un nouvel article dans le domaine, ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi aller chercher des mentions dans des articles existants qui, eux, sont déjà sourcés comme éléments de construction de la réponse. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui dans GetFluence. Vous avez la possibilité d'aller proposer, à partir du moment où l'éditeur est partenaire des GetFluence, vous pouvez aller proposer une offre pour une mention dans tel ou tel article qui est sourcé. Donc là, si tu avances un peu, Eric, tu vas voir le détail. Et en fait, vous avez ce bouton-là. Ouais, ça, c'était un exploit d'un outil comme Meteoria qui montre bien que les deux sources qui sont les plus utilisées sont Mon Immeuble et Culture RH. On était sur OneDrive. Et donc, on peut aller demander, avec le bouton à droite, vous avez la possibilité d'aller demander une mention en faisant votre offre à l'éditeur. Et donc, ça, c'est tout à fait possible. Et il faut savoir que cette mention est contextualisée dans l'article. Comme je le disais, elle n'est pas juste posée comme ça. Voilà. Là, si on avance, vous avez la possibilité de demander. Je vous laisse aller voir sur GetFluence. C'est gratuit. Vous pouvez aller, l'utilisation est gratuite, donc vous pouvez aller jeter un œil par vous-même. Et ces derniers éléments de distinction qui pour moi aussi est essentiel, il faut décloisonner vos actions, que vous fassiez du netlinking ou du GEO ou de la mention. Vous êtes sur le web et donc il faut créer des ponts entre les deux. Si vous faites un article, le modèle va regarder vos titres, vos sous-titres, vos listes, votre FAQ, comme ce que peut faire aussi Google. Et donc l'idée c'est dans vos articles netlinking, n'hésitez pas à mentionner votre marque dans vos titres. Parce que vous n'êtes pas à l'abri qui remonte également cet article-là, netlinking remonte dans les IA aussi, s'il est sur la bonne source. Et inversement, pour le SEO, ajouter des liens dans vos articles JO. Nous, c'est ce qu'on fait généralement quand vous prenez un article à faire, c'est systématiquement un lien dedans, parce qu'on ne sait pas d'une part ce que l'avenir va nous dire au niveau des modèles. Et effectivement, ça vous permet de jouer sur les deux tableaux. Voilà. Alors, une dernière slide sur cette partie-là pour récapituler un peu tout ce qu'on vient d'évoquer. Julien, je te laisse. Oui, bien sûr. Là, vous voyez, en fait, ça récapitule les 4 grandes étapes que sont l'identification des questions, la recherche de confiance, l'identification des sources et la publication d'articles dans les bonnes sources. Donc ça, c'est les 4. Et effectivement, vous avez ce pivot-là qui est ces éléments de distinction qui sont des astuces. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Vous pouvez vous aussi faire vos recherches, trouver vos astuces. Voilà, nous, on en trouve assez régulièrement qu'on documente, qui permet d'appuyer sur des éléments de distinction par rapport à ce que font tous les acteurs. Donc, des articles au format. Et donc, voilà, c'est le framework. À partir du moment où vous prenez cette méthode-là, vous pouvez aller positionner votre marque dans les réponses avec
il faut bien commencer, il faut identifier au départ les bonnes questions, ce que disait Merit, et ça, c'est la base, c'est le prérequis. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avancer sereinement, je pense. Oui, ouais, juste pour compléter ce que tu dis, Julien, en fait, c'est effectivement, pour moi, c'est une très très bonne base. C'est bien respecter ces étapes qui vont bien de 1 à 5. Et comme on le montre sur la slide, en fait, c'est qu'il ne faut pas hésiter à partir du point 5, en fait, de revenir sur les étapes précédentes pour pouvoir mieux cibler, pour pouvoir parfois décaler un peu l'angle d'attaque qu'on pourrait avoir. Et donc derrière, ça va forcément venir faire modifier potentiellement des prompts, peut-être les contenus, le format des contenus, etc. Donc il ne faut pas hésiter à itérer en tout cas sur ces 5 étapes jusqu'à trouver le bon format et s'assurer de ce qui fonctionne et encore une fois de ce qui convertit essentiellement derrière parce que c'est l'objectif final. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en termes de clics, en fait, il y a très peu de clics qui proviennent directement de ces LLM vers les sites. Donc, on parle de moins de 1% à peu près à date de trafic entrant depuis les LLM. Donc, l'internaute, en fait, une fois qu'il a ces informations, donc une fois qu'il est capable d'avoir des marques qui répondent à son objectif, donc ça peut être des produits ou des marques ou des solutions, en fait, son réflexe, c'est de revenir sur Google et de retaper ces marques pour en savoir plus, ces produits pour en savoir plus, et découvrir en fait, et du coup, ça va générer une recherche supplémentaire. Et donc, c'est très important d'être visible côté JIO pour pouvoir être cité. Et une fois qu'on est cité derrière, c'est nous assurer que la page d'atterrissage qui va répondre à ce besoin, donc en passant par Google cette fois-ci, pour l'internaute, qu'on puisse avoir une page carrée pour maximiser nos chances de pouvoir convertir derrière. Donc c'est vraiment le géo et le SEO, pour moi, c'est vraiment très, très lié. Ce n'est pas deux branches différentes. Le géo reste la continuité du SEO, mais ça reste surtout un canal supplémentaire d'acquisition. Donc il ne faut pas abandonner le SEO pour du géo ou faire que du SEO et de mettre de côté le géo et se dire que finalement c'est qu'1%. C'est pas vrai. Ouais, c'est de la visibilité en ligne, tout simplement. Les deux sont hyper connectés. Alors, je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Concernant les questions, alors j'ai essayé de répondre à certaines des questions. Donc le fonctionnement côté LLM et les applications mobiles, pour moi, le comportement est similaire. Aujourd'hui, dans la SERP, on est capable d'avoir des avis, des étoiles. Donc les LLM vont venir s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir les récupérer et les mettre en avant. Concernant les forums, donc une question de Marie. Donc concernant les forums, quelle était la meilleure pratique à avoir? Donc pour moi, c'est de partir des prompts, se dire si sur mon prompt, j'ai que des forums qui remontent ou j'ai beaucoup de forums où Reddit est très présent par exemple, plutôt que d'aller travailler sur mon site web, ce prompt en fait, je passerai par un Reddit, je poserai la question, le prompt ciblé, en essayant de le personnaliser, en le poussant un peu plus, de manière à ce qu'il puisse matcher avec mon persona. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir y répondre. Et ce que tu disais, Julien, sur cette partie, pour moi, c'est vraiment la stratégie, c'est de ne pas répondre en mettant dans sa réponse uniquement sa marque, parce que le LLM va chercher quelque chose de neutre. Et donc, si on y répond avec uniquement son produit et en mettant en avant que ses points forts, ça ne fonctionnera pas. Il faudra tourner nos points forts ou nos points faibles, je dirais plutôt, dans du positif. Donc, si on est cher par rapport à la concurrence, dans la réponse que je vais apporter dans ce forum, je dirais que je suis cher par rapport à notre concurrent. Donc, je suis neutre, je compare deux produits, je peux en comparer plus et mettre en avant derrière, du coup, dans la réponse, de dire qu'on est cher, mais c'est justifié parce que j'ai plus d'avantages, parce que j'ai une technologie plus avancée, parce que j'ai une meilleure garantie, etc. Donc, peu importe. Ou alors, tout simplement, le Made in France aussi peut suffire. Mais en tout cas, voilà, c'est de prendre ses points faibles, les transformer en points positifs et puis, encore une fois, ne pas hésiter à se comparer par rapport à la concurrence, à un concurrent direct ou un concurrent qui est peut-être moins bon ou même meilleur que nous si on veut revenir à son niveau. Puis adapté au format aussi, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur du forum. N'allez pas faire des réponses hyper longues où vous avez tous les attributs, tous les avantages de votre marque. On est vraiment sur un truc où chaque message concerne un attribut, pas plus. Et vous pouvez effectivement intervenir vous. Hein, il y a des offres qui permettent de travailler Reddit. Hein, nous, on en propose. Mais il y a aussi une bonne pratique qui est que vous pouvez aussi encourager vos clients à parler de vous sur Reddit. Euh, et là, vous avez encore un peu plus d'efficacité dans le sens où c'est totalement neutre si c'est des personnes tiers qui parlent de vous aussi. Donc, à vous d'être hyper créatif. Hein, la distinction ne s'arrête pas à ce qu'on a présenté. Hein. Reddit, il peut y en avoir aussi pas mal. Donc, voilà, assez imaginatif et ça va payer, quoi.
Une question de Benoît concernant l'IA. Donc, est-ce qu'elle va privilégier la probabilité d'association, donc à savoir être citée souvent, même via des packs d'annuaires, ou des sources de confiance, donc par un On média prend pas d'autorité? on prend pas le chemin. C'est pas la fréquence qui fait que, en fait, bah, c'est vraiment le fait que ce soit sourcé ou pas. Si votre annuaire n'est pas sourcé sur votre sujet ou en réponse à, enfin, en source de réponse sur vos prompts stratégiques, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'annuaire, vous ne ressortirez pas. C'est vraiment le fait que la source soit citée plusieurs fois, en fait. Plus d'une fois et qu'elle soit pas volatile. Et c'est justement tout l'intérêt du travail qu'on fait avec Eaton et GetFluence, et on va isoler vraiment les sources qui sont les plus utilisées, les questions qui ont le plus de potentiel, qui fait qu'on ne travaille pas dans le vent, quoi. En fait, c'est vraiment ça Ouais. l'idée. Ouais, et puis forcément, je ne dissocierai pas les deux, en fait, c'est qu'on peut très bien travailler aussi les deux, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler le forum et puis les sites autoritaires derrière. Donc, une fois, par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure, c'est que les IA, en fait, les LLM sont des modèles, et puis chaque modèle, en fait, est entraîné de façon différente. Et donc, en fait, si aujourd'hui, le modèle A va plutôt citer des annuaires, ça ne veut pas dire que le modèle qui sortira dans 6 mois, dans un an, lui, pourrait s'appuyer sur des sites de confiance parce que la logique a été revue, a été améliorée, un corpus beaucoup plus important, beaucoup plus de contexte. Et donc, il ne faut pas penser qu'à l'instant T, il faut aussi se dire que ces LLM vont évoluer dans le temps. Et donc, plus je suis cité, mieux c'est pour moi. Et donc, ouais, donc ne pas mettre ses œufs en fait, que dans le même panier, parce qu'un changement de modèle peut vite changer la donne. Est-ce qu'il est utile d'avoir un fichier LLM.txt? Non, 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 c'était une piste. Vous pouvez le garder si un jour ce sera pris en compte, mais aujourd'hui, c'est pas du tout pris en compte. C'est vraiment la partie le robot.txt qui est pris en compte. Et puis j'avais une question concernant les sources autres, donc Alkessel, Substack. Et du coup, Célia, tu as répondu. Oui, il existe plein d'études en ce moment, donc bien sûr, vous pouvez aller sur d'autres médias que ceux qu'on a proposés. N'hésitez pas à faire votre propre veille sur le sujet. On avait aussi une question de Mehdi sur le secteur, si notre secteur d'activité ne nous permet pas d'envoyer des signaux forts de EAT, que ce soit en contenu et en contenu rédactionnel, est-ce que le géo reste important? Alors, si le secteur ne nous permet pas d'envoyer des signaux Ouais. forts. Alors, faut voir de quel secteur on parle, évidemment. Mais tout ce qui est secteur de type, alors je ne sais pas trop de quel secteur on parle, peut-être des secteurs très réglementés où c'est assez difficile. L'argent, le jeu, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, mais on peut toujours faire de l'EAT. C'est juste qu'on le fait différemment, en fait. Quand c'est des sujets un peu particuliers, enfin, je laisserai Mériche en parler sur la partie SEO, mais on peut toujours en faire. On peut faire de l'EAT dans tous les secteurs, y compris le Oui, là, médical. sur le coup, c'est le médical, du coup. Donc en Ok, effet, il y a des astuces pour faire de l'EAT, avec des auteurs, avec des sources disponibles en ligne. tout à fait. Et les études ont une part prédominante dans la partie JO, dans le médical. Nous, on travaille avec des grands acteurs du médical sur la partie JO, justement, Article First, et on se rend compte qu'effectivement, il y a des leviers qui marchent plus dans le médical que dans d'autres, notamment les sources anglophones sur la partie résultats d'études médicales, parce que le modèle va beaucoup apprécier ces sources anglophones, donc on va aller chercher des sources anglophones sur la partie chiffres, témoignages. Enfin, voilà, après, n'hésitez pas à nous contacter, on a pas mal de retours d'expérience sur le sujet médical. Je confirme. Et on voit aussi de plus en plus de sites venir interroger des médecins, des docteurs, et puis avoir leur avis sur un sujet bien précis, et puis l'intégrer dans la page, et puis donner un peu cette sensation comme si le contenu avait été rédigé par le docteur. Donc, c'est passager, certes, mais on voit effectivement beaucoup de tests, avec même des citations externes qui ne leur appartiennent pas, pour essayer de renforcer ce côté. Donc, il y a plein de techniques possibles. Après, voilà, ça va vraiment dépendre du contexte, du secteur, et puis surtout de qui on est, pour pouvoir attaquer le sujet différemment et ne pas faire comme tout le monde. Alors, le transcript du webinaire, oui, il sera disponible en replay juste après. Il me semble que c'est automatique, et si jamais c'est pas automatique, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra vous partager l'ensemble des éléments. Alors, vous pouvez m'écrire, donc Méric à Tiffen, Célina, Tu peux ou à Julien également.
Donc on partagera ces informations et puis, de toute façon, je pense qu'il y aura une communication côté LinkedIn, pour pouvoir donner plus d'informations. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions auxquelles on n'a pas répondu? Je n'en vois pas. Ça ne s'arrête pas au webinaire, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ailleurs aussi. Hein. On sera disponible. Oui. Exactement. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire, donc on a débordé légèrement. En tout cas, toujours très intéressant comme sujet, où on a beaucoup de choses à dire, à se dire aussi, et puis où on apprend en fait en continu. Donc un sujet très passionnant. Est-ce que tu as un dernier mot de ton côté, Julien? Après, tester, quoi. C'est-à-dire que tant que vous vous cantonnez pas à tout ce que vous lisez, parce qu'on a un livre vraiment des verts et des amis sur LinkedIn, donc il y a des très bonnes informations, mais au milieu vous avez des informations qui sont pas, généralement, qui sont pas sourcées. Et donc, voilà, n'hésitez pas à creuser par vous-même, à partir des bonnes pratiques qu'on vous donne, mais faites des tests. Il n'y a pas de meilleur juge de paix que ça. Voilà. Dernier mot. Super. De ton côté, Célina? Alors, une dernière question de Philippe qui nous demande si le netlinking ne sert plus à rien. Je dirais que non, le netlinking continue quand même parce qu'il faut avoir une bonne base SEO. Donc, je terminerai là-dessus. Ouais, puis on a vu, juste pour compléter, on a vu que le modèle allait chercher justement le top 10 de Google. Donc, n'oubliez pas ça. Tous les modèles IA vont chercher le top 10 de Google pour prioriser les réponses. Donc, ça, gardez bien en tête, quoi. Ouais, top. Et de mon côté, tout simplement un grand merci du coup, à toutes les personnes qui ont pu nous suivre. Donc, ravi en tout cas de pouvoir d'avoir fait ce webinaire en partenariat avec GetFluence, avec qui on travaille en continu, très proche sur cette partie-là, et puis on apprend encore une fois en continu, donc c'est un sujet très passionnant. Et donc, on n'hésite pas à partager des infos sur nos comptes perso, sur les comptes iFun et GetFluence, justement, sur cette partie, au fur et à mesure qu'on découvre des astuces. Donc, un grand merci à tout le monde, et puis bon appétit, et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Bon appétit. Au revoir. Merci.